Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est extrêmement important puisqu'il porte sur les traités de libre-échange et notamment sur la menace qu'ils constituent à l'égard de notre agriculture. Vous savez que notre agriculture est en crise et ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est que ça n'est pas seulement à cause de la politique agricole commune, c'est bien sûr l'une des causes majeures, mais c'est aussi pour d'autres causes et notamment à cause de ces traités de libre-échange qui se multiplient. On a échappé au TAFTA, le fameux traité de libre-échange avec les États-Unis, et on revient de loin. Je me souviens qu'en 2014, on avait fait campagne beaucoup contre le TAFTA, et on avait pris un petit risque parce que les gens n'en avaient pas du tout entendu parler. On croit rêver à l'époque, et ils nous disaient « Mais qu'est-ce que c'est ce TAFTA dont vous parlez tout le temps ?» Et je crois que si on a gagné, bon, bien sûr, c'est grâce à Marine Le Pen, mais c'est aussi, entre autres, parce qu'on a su les alerter, les inquiéter sur ce sujet des traités de libre-échange qu'ils découvraient à l'occasion de la campagne de 2014. Alors aujourd'hui, le TAFTA n'en parle plus, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont pris le relais. Il y a le CETA avec le Canada, qui connaît donc une application provisoire. Et puis, il y en a d'autres encore plus menaçants qui s'annoncent. Un avec l'Australie, un autre avec la Nouvelle-Zélande, et puis un troisième, pour ne prendre que 3 exemples, avec le Mercosur, avec l'Amérique latine, dans laquelle on trouve des géants agricoles comme l'Argentine et le Brésil. Et là, véritablement, on peut s'inquiéter parce qu'avec tous ces produits agricoles qui vont entrer en Europe sans droit de douane en provenance de ces pays, eh bien, on risque véritablement de pousser à la ruine beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà beaucoup de mal à tenir. Voilà. Donc j'espère vous avoir appâté avec ces quelques mots de bienvenue. Le sujet est véritablement très important, je le répète. Et sans plus attendre, je passe la parole à François Costantini. Merci Gilles, merci à toutes et à tous pour votre présence. Vous savez que ce n'est pas sans une certaine émotion que nous continuons ce cycle de délégation. Ce cycle de délégation, c'était comme beaucoup d'autres une idée d'Édouard. Édouard, vous savez, c'était plusieurs idées par jour, même pas par semaine, etc. Je crois que son esprit règne toujours et toujours avec nous. C'est d'autant plus difficile pour nous de continuer, mais je crois qu'on nous le devons bien ça en tout cas. Et c'est toujours en fidélité à sa mémoire et en présent dans nos cœurs que nous continuons encore une fois une de ces nombreuses initiatives qu'il avait lancées. Je tiens à saluer, à remercier Jacques Colombier et Philippe Loiseau, bien sûr, d'avoir été une fois de plus, comme leur travail commun au sein de la Comagri à l'origine de cette initiative. Remercier tout particulièrement notre ami Louis Alliot d'être présent. Il faut savoir que Louis a pris un train et repart entre 2 sessions de l'Assemblée nationale, entre 2 sessions parlementaires, et qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui présent parmi nous. C'est d'ailleurs à juste titre qui conclura nos travaux et qui nous présentera dans une option politique pourquoi justement nous devons combattre ces traités, parce qu'ils ne sont ni plus ni moins que l'emboîtage d'un certain nombre d'engagements politiques nocifs à notre encontre, pour notre démocratie, pour notre souveraineté, pour notre identité. Alors c'est Philippe Loiseau qui interviendra le premier. Vous savez, Philippe Loiseau, il va en quelque sorte pas planter non pas des céréales cette fois-ci, mais planter le décor. Philippe Loiseau va nous présenter la logique en quelque sorte des traités au plan politique, au plan géopolitique, comment ces traités se sont superposés, pourquoi depuis 2006, depuis une douzaine d'années, depuis la commission Barroso, on a vu émerger ces traités. Jacques Colombier interviendra dans un second temps, et Jacques Colombier, qui est membre de la commission agriculture, avec Philippe, et qui rentre d'un voyage relativement récent du Brésil, où il a pu s'apercevoir ce qu'était le Brésil, la véritable menace que constitue le Brésil pour notre agriculture. Et Jacques Colombier évoquera dans le détail les conséquences pratiques, les conséquences sur les produits pour nos agriculteurs des divers traités, des divers méga traités commerciaux. Olivier Piacentini, lui, poursuivra en englobant en quelque sorte nos propos, nos travaux dans une réflexion plus générale sur la mondialisation, et nous montrera comment le projet mondialiste aujourd'hui, le projet politique mondialiste justement, se présente et s'étalonne à partir de l'érection successive de l'ensemble de ces traités. Et bien sûr, Louis conclura dans une option politique de nos travaux. Je tiens à saluer l'ensemble des personnes présentes également, et plus particulièrement la délégation d'un pays ami, la délégation du ministre conseiller du Maroc et de ses collaborateurs,
souligner que leur présence, pays ami à beaucoup d'égards, à bien d'égards, et même actuellement, peut-on le dire, nous est particulièrement chère. Voilà, donc je passe la parole à Philippe Loiseau pour la première intervention. Oui, merci François. Alors moi, je vais vous dire quelques mots assez rapidement. Je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Quelques mots sur la politique du libre-échangiste de l'Union européenne. Tout d'abord, il faut savoir que ça a démarré en 2001. Enfin, ça commence l'histoire, oui, en 2001, où l'Organisation mondiale du commerce organise justement un cycle de négociations de Doha qui était prévu pour une durée de 3 ans. Ça concernait en fait la libéralisation du commerce international, dont une grande part pour l'agriculture. Donc c'est un accès au marché des pays riches pour les pays en voie de développement, mais en réalité on assistait à un échec des négociations puisqu'il était impossible de trouver un accord entre les États-Unis et l'Union européenne, et les grands pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Australie notamment. Alors après cet échec, une nouvelle politique commerciale de l'Union européenne avec le commissaire européen Peter Mandelson, a mis en place, lui, une stratégie d'ouverture des marchés. Et depuis, nous avons assisté à une politique commerciale très offensive de l'Union européenne. Tout d'abord, en 2010, je résume assez vite parce que ça pourrait être très long, on va donner 10 minutes. Donc, depuis 2010, l'Union européenne conclut en fait des accords de libre-échange avec 138 pays dans le monde sur 192 reconnus ou 153 pays donc, qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Les caractéristiques de cette politique commerciale donc, sont très simples. C'est tout d'abord, et malheureusement, la baisse des barrières douanières avec une exonération de droits de douane. Ça, c'est une catastrophe, bien sûr, pour l'Europe et en particulier la France. Ensuite, c'est une braderie de nos barrières non tarifaires. Vous avez des méthodes de production autorisées qui sont différentes et différemment appliquées selon les pays, en matière d'exigences sanitaires également, avec les produits phyto, qui sont différents d'un pays à l'autre, interdits dans un pays, autorisés dans d'autres. Ça, c'est le principe de ces traités de libre-échange qui sont très, très dommageables pour nos agriculteurs. Alors, en quelques mots, les accords de libre-échange et leurs impacts. Tout d'abord, le Mercosur, mais je pense que Jacques Colombier en parlera tout à l'heure. En bref, c'est un marché commun avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay pour les principaux pays. Il y a eu plusieurs cycles de négociations. Tout d'abord, de 2000 à 2004, ensuite de 2010 à 2012, pour reprendre en fait en 2016. C'est un accord évidemment qui est très pénalisant pour nos producteurs en ce qui concerne la viande bovine, la viande l'aloyau, vous connaissez tous, et puis bien sûr la filière betteravière pour nos agriculteurs. Alors en fait, ce Mercosur a été refusé par la quasi-totalité de nos producteurs français, une immense majorité en tout cas, puisque c'est une concurrence tout à fait déloyale, je viens de vous le dire, en matière de viande bovine, avec bien sûr sans droit de douane. En fait, cette viande arrive, et la viande d'aloyau arrive sur notre marché 40% moins cher, tout simplement parce qu'ils traitent la viande aux hormones dans ce pays comme au Canada d'ailleurs, ce qui fait que vous gagnez 1 an et demi dans la production, c'est-à-dire dès le départ 20% du coût de production, et ensuite le coût de production nettement inférieur au nôtre, ce qui arrive évidemment de manière très concurrentielle chez nous. Alors, bien sûr, les syndicats ont indiqué, enfin eux préconisent plutôt, la disparition de 30 000 exploitations à cause de ce traité de libre-échange en France, pour une raison toute simple, c'est le non-respect des normes. D'ailleurs, 2% des bovins brésiliens sont enregistrés dans le système d'identification. Au niveau traçabilité, c'est quand même très faible, 2% seulement. Et puis, bien sûr, pour le sucre, mais Jacques vous en parlait tout à l'heure, puisque 600 000 tonnes d'éthanol sont prévues en importation. Donc, effectivement, ça va faire beaucoup de mal à nos producteurs. Alors, le CETA, lui, je pense que c'est le principal accord de libre-échange qui a été signé en 2016, je crois que c'est en octobre 2016, et qui est entré provisoirement en vigueur en septembre dernier, avant, bien sûr, la ratification des 27 membres, enfin les 27 pays membres. C'est un accès au marché européen pour plusieurs productions canadiennes d'ampleur. Il s'agit de le tout, je le précise quand même, sans droit de douane, ce qui est catastrophique. Tout d'abord, pour une importation de viande bovine de 65 000 tonnes annuelles, c'est quand même extrêmement important. Ensuite, 75 000 tonnes annuelles de viande porcine. C'est d'ailleurs, ça correspond à la production annuelle de la France. C'est vous dire l'importance de cette importation. Alors, il y a eu de nombreuses études sur les dangers du CETA, notamment par le biais d'Interbev. C'est un principe finalement qui va asphyxier le marché européen, ça je crois que vous l'avez tous compris. Il y a une solution, elle est très simple, c'est d'abord de réussir à faire bloquer ce traité
sans application, dans son application définitive, puisque aujourd'hui elle est suspendue à la ratification de chacun de ces 27 parlements. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les élus de droite, je pense au LR, qui, pour une partie, ont voté soit se sont abstenus. Donc je crois qu'il faudra ça le rappeler à nos producteurs et nos agriculteurs. Il y a celui également dont a parlé Gilles tout à l'heure de l'Australie, le traité de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'ouverture des négociations d'accord de libre-échange s'est faite en septembre dernier également. Je rappelle que l'Australie est le 3e exportateur mondial de viande bovine, avec des productions de coûts de production 70% inférieurs aux nôtres, enfin à ceux de l'Union européenne. C'est dramatique également. Je pense que de la viande, enfin des bons steaks, on est appelé à ne plus en manger chez nous. Enfin, des bons steaks de viande française, je crois que ça, c'est malheureusement, c'est appelé à disparaître tout simplement. L'Australie est également le 3e producteur de sucre. C'est un gros souci aussi pour nos producteurs de betteraves sucrières. La Nouvelle-Zélande, quant à elle, elle est le premier exportateur mondial de beurre, le 3e exportateur mondial de viande ovine, dont 60% est destiné à l'exportation. C'est énorme, ça c'est pareil. Ça va vraiment nous mettre dans une situation dramatique, nos agriculteurs. Donc un gros danger sur les secteurs affaiblis, soit de manière structurelle, là je pense au lait, à la viande ovine, soit de manière conjoncturelle. Là il s'agit bien sûr de la viande bovine. En plus de ça, avec bien sûr des productions mises en danger par le CETA, par la viande bovine dont je viens de vous parler, et puis bien sûr par le Mercosur, par le biais de la filière betteravière. Alors il y a d'autres accords, il y a celui du Japon qui est en train de se mettre en place. Le cycle de négociation, lui, est fait depuis le mois de mars de 2013. Il a été conclu le 8 décembre dernier. Il pourrait être en vigueur de manière provisoire à la fin de cette année. Et il y a aussi d'autres accords, notamment avec le Mexique, le Vietnam et l'Indonésie, pour ne citer qu'eux. En plus de ces traités de libre-échange, vous avez ce qu'on appelle les préférences commerciales qui sont accordées, elles, par l'Union européenne. Donc c'est la même approche pour que les accords de libre-échange, mais sur un laps de temps déterminé. En fait, ça a pour but d'aider conjoncturellement un marché avec des pays via, je vous l'ai dit tout à l'heure, la suppression des droits de douane et bien sûr, et ça c'est dangereux aussi, l'octroi de quotas d'exportation vers l'Union européenne. Tout ça, évidemment, complique la tâche de nos agriculteurs. Je le dis, j'en connais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous le savez, de nombreux agriculteurs se suicident. Le chiffre officiel de la MSA en 2016, c'est 732 suicides d'agriculteurs en France. C'est 90 000 exploitations qui ont disparu. C'est-à-dire un agriculteur sur 5 qui a cessé son activité en France, quelle que soit la production, toute production confondue, bien sûr. Ensuite, nous avons une préférence commerciale avec la Tunisie. Ces mesures ont été accordées en 2016 pour aider en fait son économie suite à l'attentat de Sousse. Pour certains, ça dit peut-être quelque chose. La Tunisie en fait peut exporter vers l'Union européenne 70 000 tonnes sur 2 ans de l'huile d'olive, sans droit de douane également. Alors là, c'est un souvenir que j'ai eu avec notre ami Édouard, où je suis allé il y a 2 ans donc dans la région des Pouilles en Italie, la région sud de l'Italie, où vous savez, l'Italie était le principal producteur d'huile d'olive en Europe. La France en fait un peu, mais l'Italie était le principal producteur. Et bien aujourd'hui, avec cette Union européenne, puisque en fait Bruxelles a demandé au gouvernement italien d'éradiquer une grande partie des oliveraies, parce qu'il y avait une fameuse, vous avez entendu parler de cette fameuse bactérie, la Xylella fastidiosa, qui a eu un impact négatif sur la communication en fait, parce qu'il n'y a aucune incidence sur la production, sur la qualité de la production, ni sur la santé humaine, ni sur la qualité du produit, ni sur la quantité. Donc, finalement, ça dessert évidemment la production italienne. Et en place de ça, eh bien, effectivement, l'Union européenne a décidé d'importer 35 000 tonnes environ d'huile d'olive tunisienne. Qu'on comprenne qui pourra. Je croyais que moi, le marché européen se faisait surtout entre pays européens à qui on donnait plutôt la préférence, mais ça n'est pas le cas. Il y a aussi l'Ukraine. Les mesures ont été accordées en juin dernier, vous savez, à cause de la crise avec la Russie. Alors, l'Ukraine, elle, peut exporter toujours sans droit de douane, bien sûr, vers l'Union européenne, 65 000 tonnes par an de blé, 325 000 tonnes d'orge et 625 000 tonnes de maïs. À cela s'ajoutent, bien sûr, des légumes, je pense à la tomate notamment, que M. Finnegan mériterait de recevoir sur la tête quand on le voit de temps en temps. Bon, en conclusion, simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de volume. Les quotas d'exportation vers l'Union européenne
qui sont accordés dans les accords de libre-échange sont énormes, puisqu'il y a une asphyxie des marchés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Problème de normes, bien sûr, et de coûts, puisque beaucoup de pays n'ont pas les mêmes normes. Il n'y a pas de respect de ces normes également. Il n'y a pas les mêmes coûts de production non plus. C'est ce qui fait cette concurrence tout à fait déloyale. Et puis il y a aussi un problème de valorisation de nos produits, en ce qui concerne d'ailleurs nos IGP ou nos AOP, qui sont peu revenus en fait par les accords de libre-échange. Il y a aussi un problème écologique, c'est juste pour terminer, puisque le fait de multiplier les accords de libre-échange augmente bien sûr les émissions de carbone et puis bien sûr les dépenses d'énergie. Voilà en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long pour vous parler en quelques mots de ces traités de libre-échange qui sont évidemment catastrophiques pour nos producteurs européens et surtout nos producteurs français. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé très clair, concis, qui nous met en quelque sorte en perspective les traités de libre-échange. Sans plus tarder, je passe la parole à Jacques Colombier, qui va entrer dans le vif du sujet de façon plus détaillée en nous exposant précisément les traités successifs qui ont été conclus, qui sont en cours de conclusion, qui pourraient revenir également sur la table, hein, vu l'imprévisibilité, vous savez, de la politique américaine désormais. Voilà. À toi, Jacques. Oui, mon cher Louis, cher Philippe, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici à Bruxelles, après avoir passé le week-end dernier dans les Pyrénées-Orientales, dans le fief de mon ami Louis Alliot, aux côtés de mon collègue Loiseau, pour tenir donc les assises de l'agriculture. Parler de l'agriculture aujourd'hui, pour nous, c'est le faire à plus forte raison dans cette enceinte, dans la plus totale adversité. Nous ne cessons de dénoncer la mise à mort programmée de notre agriculture. Agriculture dont le modèle français repose bien sûr sur la taille familiale. L'instrument de celle-ci, ce sont a fortiori les méga-traités commerciaux internationaux qui se multiplient depuis l'Union européenne, dont Bruxelles a décidé d'user sans limite, ne se contentant même plus des règles les plus libérales édictées par l'OMC. La vague de ces traités a été lancée en 2006, lors de la présidence Barroso. On sait combien celui-ci, nouvel employé chez la sinistre banque Goldman Sachs, responsable en bonne partie de la dette grecque, se fit le défenseur de tous, sauf des intérêts des nations européennes. Les accords de libre-échange géants sont un danger mortel pour l'élevage et une menace pour les autres filières agricoles. La multiplication des accords de libre-échange visant à supprimer les droits de douane entre grands ensembles économiques représente une grave menace pour notre agriculture et ses spécificités, avec la mise en concurrence frontale de production à bas coût aux normes sanitaires les plus basses et de l'autre côté, celui qui nous concerne, de produits de qualité aux normes élevées et donc forcément plus coûteux à produire. Signé le 30 octobre 2016, le CETA, j'y reviendrai, malgré les nombreux chiffres de Philippe, cet accord est un accord dont l'objectif est de permettre au Canada et à l'UE, l'Union européenne bien sûr, de commercer sans droits de douane, et il est censé être ratifié, tu le rappelais tout à l'heure, par les parlements nationaux, mais il est déjà mis en application. Les conséquences pour l'agriculture française sont très importantes. Concernant la viande bovine, dans le cadre du CETA avec le Canada, celui-ci peut importer vers l'Union européenne 65 000 tonnes de viande. L'un des enjeux ne repose pas tant sur le volume de ce contingent, mais que dans sa composition qui, elle, est libre. Les Américains du Nord visent plus spécialement, en effet, la loyau, peu la valoriser au Canada, mais référence du marché européen. L'écart de prix est d'environ 40% en faveur des Américains du Nord. L'autre enjeu est celui du système de contingentement, car aujourd'hui on vous parle de 65 000 tonnes, appelées à évoluer à la hausse, 90 000, 100 000, 120 000, pour disparaître totalement et laisser place au libre-échange sans aucune limite dans ses productions. Concernant la loyau, 65 000 tonnes, ça représente quand même déjà 15% de la production européenne, ce qui est largement suffisant pour déstabiliser un marché qui est déjà fragilisé par la crise.
en additionnant les conséquences du CETA et de l'accord à venir Europe-Mercosur. Je rappelle que le Mercosur, c'est donc 5 pays d'Amérique latine, 2 géants, Brésil, Argentine, et le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Donc en additionnant les conséquences Union européenne-Canada et Amérique du Sud, l'interprofession bovine estime que ces accords vont faire disparaître 30 000 exploitations d'élevage en France et en montant à 200 000 tonnes, ce qui peut arriver rapidement avec la multiplication de ce genre d'accords. Une autre étude estime à 50 000 le nombre d'emplois qui seraient détruits dans la filière, 50 000 sur 138 000, directement liés à ce mode d'élevage. Lissé en fonction des modèles de production, l'impact sur les éleveurs de vaches allaitantes serait une baisse de revenus de 40 à 50 %. J'étais hier au Salon agricole de la Foire internationale de Bordeaux, j'ai pu m'entretenir. C'était un dialogue très émouvant, du reste, avec de jeunes éleveurs bovins et laitiers. Et quand on parle de revenus de 40 à 50 %, soit en dessous de la moitié d'un SMIC, ce qui vaut à terme à la quasi-disparition de la filière laitière en France. J'étais avec un jeune, je vous le livre tel quel, sans incidence, avec un jeune donc, qui avait 19 ans et qui travaillait avec ses parents, donc sur le lait. Il dit, monsieur le député, je gagne 340 € par mois. Et il me dit, avec beaucoup de tristesse, c'était émouvant, il me dit, vous savez, je vois mes copains, ils s'achètent une voiture, même d'occasion, je n'ai même pas de quoi m'acheter une voiture, et je travaille entre 15 à 18 heures par jour. Voilà l'état dans lequel, en effet, et la production des producteurs de lait, on le sait qu'ils sont presque en disparition, et voilà les conséquences que pourrait amener, évidemment, ce genre de traité. Pour la filière porc, le Canada produit environ la même quantité de porc que la France, qui, je le rappelle, est le 3e producteur de l'Union européenne dans cette filière. Et le Canada en exporte 60 %. Ses coûts de production sont compétitifs sur le marché mondial, ce qui a permis à ce pays de doubler ses exportations en l'espace de 20 ans. Lissé sur ces dernières années, il serait environ 40 % inférieur au coût du porc français. Le CETA accorde donc un contingent, lui, de 75 000 tonnes au Canada, sans droit de douane, je le rappelle. Faute d'études d'impact pour la France, il est difficile d'évaluer ses conséquences de façon tangible. Mais il est évident que cet accord aggrave encore l'avenir de la filière porcine française. Comme pour le cas de la Loyau, pour les bovins, les Américains visent le jambon sur le marché européen, soit le morceau le mieux valorisé pour les éleveurs. Un volume relativement faible en apparence, si on le rapporte au volume de carcasses produits, aura un impact en réalité très fort puisqu'il visera principalement un segment vital pour ce marché. La filière française, victime du dumping allemand et espagnol, vit une crise très grave qui pourrait voir disparaître près de la moitié de ses éleveurs sur une base d'un peu plus de 6 000 éleveurs moyens et gros avant la crise, donc disparition de 3 000 déjà. L'arrivée du porc canadien ne peut évidemment qu'aggraver cette situation. D'autre part, le CETA est systématiquement présenté comme un atout pour le vin français, la viticulture. Son impact réel est pourtant impossible à chiffrer aujourd'hui du fait de la complexité des réglementations sur l'alcool propres à chacun des États canadiens. La baisse ou la suppression des droits de douane est loin d'être le seul levier qui agit sur le prix final des bouteilles vendues au Canada. Les monopoles de distribution, comme au Québec, c'est un monopole, où les droits d'assises ne relèvent pas des politiques commerciales, mais des politiques de santé publique ou encore des législations fiscales. Le libre-échange en vigueur au sein de l'Union européenne n'a par exemple pas empêché la Grande-Bretagne de relever ses droits d'assises sur le vin, ni la Suède de maintenir son monopole sur la distribution. Par ailleurs, si la production du vin au Canada peut être considérée comme marginale par rapport à l'Union européenne, elle présente cependant un enjeu d'économie locale important dans certaines régions qui, logiquement, agiront à l'échelle de manière à ce que les importations ne nuisent pas à son développement canadien, bien sûr. Enfin, d'autres accords seraient largement préférables à un accord global de type CETA,
Le premier accord avec le Canada concernant entre autres les appellations date de 2004. Et ce pays était déjà le 4e importateur de vin européen. Nous avons maintenant en ligne un traité encore plus dangereux, j'allais dire encore plus mortifère pour notre agriculture, c'est en effet l'accord Union européenne-Mercosur. Il a été relancé très rapidement par la Commission européenne en 2017. Là, j'allais dire, le futur accord, s'il se signait, serait donc une deuxième étape, une modernisation du premier accord et serait beaucoup plus dangereux. Dans la foulée de la conclusion du CETA, nous avons maintenant le Mercosur. Parmi les membres du Mercosur, le Brésil est le plus important, en particulier dans le volet agricole. Avant même la mise en place d'un accord avec le Mercosur, le Brésil a eu l'opportunité, souvenez-vous, d'exporter de la viande bovine vers l'Europe. Cette expérience est un fiasco, comme l'a montré en mars 2017 le scandale de la viande avariée massivement exportée vers l'Europe. Combien de temps nos concitoyens ont-ils été exposés à ce risque? On ne le sait. Quel tonnage était réellement en cause? Combien de tonnes ont été consommées? Nous ne le saurons probablement jamais, du fait de l'ampleur de la fraude et de sa durée. Pendant que l'Union européenne met en danger la santé de nos concitoyens, nos éleveurs bovins, respectueux, eux, des normes les plus élevées au monde, sont évidemment menacés de ruine. Il est tout à fait anormal que le gouvernement français suive la Commission européenne dans sa volonté de conclure un accord aussi important avec un pays dont les autorités sanitaires et organismes de contrôle sont notoirement corrompus. J'ai eu l'occasion, en effet, d'aller au Brésil avec une partie de la commission agricole et je ne vous cache pas que la corruption généralisée dans ce pays nous a été confirmée, mais de manière, vous me direz, très honnête, si l'on veut, mais tout à fait normale, de la part du ministre de l'Agriculture brésilien comme du gouverneur du Mato Grosso, reconnaissant qu'elle, depuis le président Lula, embastillé de ce fait, jusqu'au policier qui fait la circulation au carrefour, la corruption est partout. Alors, donc, la corruption de ces viandes, évidemment, c'est concrètement le tampon des vétérinaires accréditant que la viande étant de très bonne qualité, et évidemment, c'était une viande totalement avariée. Les contrôles concernant donc ces denrées alimentaires importées devraient être faits, nous le pensons, dans nos pays à nous et aux frais des pays d'origine et non reposer sur une simple certification, je vous le disais. De la même manière, les pays dont les produits enfreignent trop régulièrement nos normes devraient être bannis du marché européen. Ça paraît être évidemment une mesure de bon sens. Seraient donc concernés, je répète ce qu'a dit Philippe, je vous le rappelle, Mercosur, 99 000 tonnes de viande bovine, 600 000 tonnes d'éthanol, 100 000 tonnes de sucre. La promesse d'une mise en place de l'accord après 2024, faite par Emmanuel Macron, est totalement fausse. Comme le montre le cas du CETA, ces accords sont appliqués avant même d'être ratifiés par les parlements nationaux. Les importations de bœuf aux hormones en Europe sont interdites depuis près de 25 ans. Cette interdiction toute relative, j'insiste sur le terme, puisque les traces de ces hormones disparaissent des animaux au bout de 4 à 5 semaines, constitue évidemment la seule et unique restriction officielle aux importations prévues par la réglementation européenne. Imaginez une viande ou une carcasse débitée, le temps de l'abattoir, le temps d'arrivée en Europe, de la certification en Europe. Évidemment, les 3, 4 ou 5 semaines se sont déroulées et il n'y a plus aucune trace, évidemment, des hormones dans cette viande. Donc, on ne peut pas le savoir arriver sur l'Europe et dans nos pays européens. Donc, l'importation de ces viandes issues d'animaux engraissés par dizaines de milliers, je le précise encore, enfin aussi aux farines animales ou aux antibiotiques, aux médicaments, qui sont des activeurs de croissance.
des pratiques strictement proscrites au sein de l'Union européenne et, elles, parfaitement autorisées dans ces pays. Contrairement à ce que disent les promoteurs de cet accord, il est loin d'être anodin, évidemment, pour la santé de nos concitoyens. J'ai pu en effet le constater donc de visu en me rendant avec la commission agricole. J'ai posé la question pour vous situer les interlocuteurs que nous avons, interlocuteurs officiels et gouvernementaux. J'ai posé la question, nous avons été reçus fort bien, du reste, par le ministre de l'Agriculture, qui nous a accordé 3 heures en réunion de travail. Et je lui posais la question, il faut dire évidente, mais il vaut mieux la poser. J'ai dit, monsieur le ministre, comment expliquez-vous, quels sont les facteurs qui expliquent que les viandes donc, brésiliennes arrivent sur l'Europe à un coût aussi bas? Et il m'a répondu tout simplement, monsieur le député, il y a 3 facteurs. 1, la terre, là-bas, il faut imaginer l'immensité, hein. La terre, là-bas, n'est pas chère du tout. 2e facteur, les charges vis-à-vis de l'agriculture, des agriculteurs et des exploitations, je pense que c'est une volonté gouvernementale, sont très faibles. Et 3e, nous produisons de la quantité. Voilà. Alors, quand vous avez évidemment ces 3 facteurs, vous comprenez que nous étions le lendemain dans une exploitation de 4 000, 5 000 hectares. Alors évidemment, quand on compare ça à nos exploitations familiales, admettons d'une centaine d'hectares pour des bêtes, on voit évidemment le danger et les coûts évidemment différents et le danger se profiler. Il faut savoir... Je le précise, nous sommes quand même face à un pays, le Brésil, qui compte 217 millions d'habitants, qui est un véritable continent. On parlait du prix de la terre. Il y en a à perte de vue, c'est évident, et extrêmement agressivement, commercialement agressif, c'est évident. J'allais dire, ils n'ont pas de complexe. Je me souviens de la réflexion, je crois que c'est le gouverneur du Mato Grosso qui nous disait, c'est grand comme la France, hein, c'est un État, il y en a 6 comme ça. Hein. Il y a au-dessus, je crois qu'il y a l'Amazonie comme autre État, enfin voilà, et puis les autres États, qui nous posent la question de manière assez ingénue, il y a eu quand même un moment de recul, vous voulez je crois que c'était sur le maïs, me semble-t-il, ils sont quand même le premier producteur mondial de soja, de tourteaux de soja. Le tourteau de soja, c'est évidemment la base de l'alimentation mondiale. Il faut savoir que nous importons du soja du Brésil. Nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire animale, si je puis dire. Eh bien, elle dit, le voulez-vous avec OGM ou sans OGM? Je vous avoue qu'on a eu un petit moment quand on dit non, vous savez, nous, les OGM... parce que, vous savez, c'est le client qui décide. Si, vous savez, les Américains, eux, les OGM, ils aiment bien. Enfin, ça ne les gêne pas. Donc, on leur fait du soja ou du maïs OGM. Mais vous, si vous ne voulez pas d'OGM, on vous fera sans OGM. Voilà. Tout simplement. Alors, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas être naïf, nous savions, en partant là-bas, qu'ils n'allaient pas se frapper la poitrine, reconnaître. Ils nous ont dit, entre autres, mais la viande n'était pas du tout avariée, Yann. C'est une question de corruption. C'est juste une question de corruption. Ils oublient de dire, évidemment, que la corruption, c'était de tamponner de manière malhonnête cette viande. Mais, j'allais dire, bon, ils sont évidemment sans état d'âme et nous savions qu'ils n'allaient pas, en effet, avouer, si je puis dire, leur faute. Mais il a été intéressant quand même de voir la dimension de ce pays, la volonté de ses dirigeants. Et le ministre de l'Agriculture, je termine, enfin, en ce qui concerne le Brésil là-dessus, il nous a dit, je suis ministre, en fin de compte, de 2 ministères. Ils sont très, très pragmatiques. Il faudrait peut-être quelquefois prendre les leçons sur eux. Un ministère de l'agribusiness. Alors, l'agribusiness, ce sont les grandes propriétés. Nous avons vu une petite, moyenne, grande propriété, 4 000 hectares. Ça va en effet de 4 5 000 à 15 000, 20 000 hectares. La propriété que nous avons vue, pour vous situer, vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, donc 4 000 hectares, a abattu 28 000 têtes de bovins, juste pour une exploitation. Voilà, 28 000 têtes. C'est une province dont la terre est pauvre. Ils en ont fait un grenier. L'herbe n'est pas de grande qualité, ils nous l'ont dit, du reste, par rapport à l'herbe européenne ou française. Donc, massivement, ils avaient 6 avions pour cela, massivement, épandage d'engrais, pollution sans doute des cours d'eau et des rivières dans ce secteur-là, mais ce n'est pas le problème.
Voilà face à quoi, face à qui nous sommes pour discuter, donc pour des accords internationaux, pardon. Et je le rappelle, sans droit de douane. Et il vous avoue de façon tout à fait claire aussi, nous voulons être le premier producteur agricole du monde. Nous nourrirons le monde, nous serons le grenier du monde. Voilà. Je pense qu'ils peuvent y arriver, en effet, quand on voit. Alors c'est évidemment face à nous des normes sanitaires qui mettent en danger, nous le pensons, la santé des consommateurs. C'est une industrie extrêmement agressive, extrêmement intensive. Et puis, pardon, j'oubliais, le deuxième ministère, c'est les entreprises familiales, qui représentent quand même 20% de leur production agricole. Entreprises familiales, pour l'agribusiness, le ministre a dit on ne donne aucune aide. Ils font l'inverse, en fait, quand de ce que nous avons. Aucune aide, ils se débrouillent avec les banques, ça marche. En revanche, l'entreprise familiale, c'est quand même 140 à 240 hectares, hein, c'est à la dimension du pays. Et bien là, revenu agricole minimum garanti de la part de l'État. Donc vous voyez un peu déjà la différence. Je pense à mon producteur laitier, s'il savait qu'il aurait déjà au moins le SMIC pour vivre, ce serait le paradis. Et puis des prêts sans intérêt, des aides pour le matériel, voilà. Donc ils sont assez attentifs, ils veulent quand même conserver, je pense socialement aussi pour la paix publique, cette branche de l'agriculture. Voilà ce que le Mercosur nous fait face, et ce pays, et il y a aussi l'Argentine. Alors le Brésil ne produit pas de vin, très peu de vin, mais vous avez l'Argentine à côté, qui est un pays aussi important et qui, lui, bien entendu, production agricole de vin très importante. Le TTIP, c'est-à-dire le TAFTA, je n'y reviendrai pas. En effet, Philippe Loiseau vous l'a dit, l'élection de Trump avait fait en effet campagne contre les traités de libre-échange. Donc les négociations sont suspendues, il est arrêté. Je rappelle quand même que c'est le plus gros traité jamais négocié entre l'Union européenne et un pays, et des pays. En effet, les aléas de la politique américaine pourraient cependant le remettre en route, le remettre au goût du jour. Il faut quand même rappeler que la viande bovine américaine souffre des mêmes maux que la viande brésilienne, entre autres, c'est-à-dire les antibiotiques, hormones de croissance et recours au feedlot, évidemment, géant. Voilà, on peut craindre qu'après avoir modifié ses positions à 180 degrés, les États-Unis puissent revenir, ne serait-ce que sous la pression des républicains, pour imposer en effet un retour à la table des négociations. Des rumeurs du reste persistantes évoquent un possible retour des États-Unis dans ce dispositif, et à plus forte raison dans la perspective d'un affrontement commercial majeur avec la Chine. Car le TAFTA et le partenariat transpacifique sont intimement liés. Dans l'esprit de leurs promoteurs, il s'agit d'une stratégie globale d'endiguement de la Chine, de la Russie et de l'Inde. Donc dans ce cas-là, évidemment, ils opposeraient le TAFTA, le TIPP. Barack Obama avait d'ailleurs volontairement qualifié, c'est à noter, le TAFTA ou le TIPP d'OTAN économique. C'est l'OTAN économique. Voilà, j'en arrêterai là-dessus pour ne pas faire trop long. Ça a été évoqué, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, démarré en toute discrétion en 2017. Voilà, donc il est évident qu'à terme, ces importations non limitées et non soumises aux droits de douane sont mortelles pour nos agricultures. Je tiens quand même à préciser que ces contingents sont en général pour une période de 7 ans. Il y a des contingents précis, on n'aurait pas le droit de les dépasser. Mais évidemment, je le disais tout à l'heure, ils sont habitués à augmenter puis à disparaître pour évidemment laisser la liberté totale des quantités importées. Et il est évident que les garanties aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Le précédent des catégories de l'OMC concerne des subventions et des pratiques commerciales qui devraient servir de précédent, puisque c'est un système progressif qui a poussé au démantèlement des principaux mécanismes de régulation de la PAC.
Donc, il est annoncé aussi que le sacrifice de certaines filières, on pourrait dire de variables d'ajustement en quelque sorte, n'avantage pas les autres filières. Car si les tractations du type viande contre fromage, à condition d'être solidement encadrées, ce qui n'est pas le cas avec le CETA du reste canadien, sont encore relativement lisibles, d'autres ne le sont plus du tout. Ainsi, le Canada, qui est un géant des produits de la mer, bénéficie avec le CETA de meilleures conditions et contingents pour exporter son homard vivant ou transformé vers l'Union européenne. Quand on sait que ce homard représente déjà 70% du homard commercialisé dans l'Union européenne, il est évident que les intérêts de la filière pêche européenne ont été sacrifiés afin d'obtenir des accès au marché canadien pour d'autres filières. Donc ces traités aussi sont une prime aux multinationales. Ça paraît évident, mais il faut quand même le préciser, l'expliciter, car l'accès au volume garanti par les contingents, 70 000, 75 000, 99 000 tonnes, est fatalement beaucoup plus simple pour les géants de l'agroalimentaire, rodés à l'export. Ils ont des équipes juridiques, commerciales, un suivi sanitaire, des assurances crédits, que pour les autres acteurs des filières concernées, des producteurs ou industriels de la première transformation. Ces derniers, déjà fragilisés sur le marché intérieur, en ce qui concerne une majorité d'agriculteurs et de petits et moyens industriels français, passeront en dernière position quand l'échange sera censé être favorable. Dans le cas contraire, comme le porc ou la viande bovine, ce sont eux qui assumeront les pertes, puisque les multinationales assurent surtout la seconde transformation, c'est-à-dire l'assemblage, et se moquent donc de la provenance des marchandises. S'il est impossible de chiffrer actuellement les conséquences et du CETA et des autres accords pour l'agriculture et les territoires qui en vivent, il est cependant certain que les multinationales se partageront les principaux bénéfices attendus quand les producteurs et les petits et moyens industriels de la première transformation assumeront, eux, surtout les pertes. Les projections simplistes consistant à soustraire, aux gains les pertes attendues est donc faux, puisque l'argent des gains ira d'abord aux actionnaires des multinationales, quand les pertes reposeront avant tout sur les territoires qui perdront ainsi des milliers d'emplois. Ce type d'accord, deuxièmement, pousse au démantèlement complet ou partiel de certaines filières, pêche, porc, viande bovine, nous l'avons déjà dit, sans apporter de réelles garanties aux producteurs des filières censées être avantagés. Et puis, il s'agit d'un précédent équivoque, voire dangereux, pour l'avenir des appellations, les seuls produits agricoles à réellement peser favorablement dans la balance commerciale française, rappelons-le. L'amélioration des échanges de produits de qualité sous appellation peut être encouragée de manière bien plus efficace et sécurisée dans le cadre d'accords bilatéraux spécifiques, exemple le vin, que dans des types de méga-accords, d'un type de méga-accords aux mécanismes de convergence dangereux. Aussi, pour conclure, je vous dirais que nous sommes extrêmement réservés, pour ne pas dire opposés, mais les votes des députés ENL ont déjà été très clairs, ils se sont opposés aux accords du CETA. Et il est évident que nous espérons que lors de la prochaine mandature, après les élections européennes de l'année prochaine, de 2019, un nombre de pays eurosceptiques, et j'allais dire euro-lucides surtout, nous rejoindront de façon à gripper la machine et à ne pas accepter par principe, dans le cadre de la mondialisation voulue et acceptée, ces libres-échanges à la chaîne qui vont détruire en effet nos agricultures, mais aussi nos économies, car là, nous n'avons évoqué dans ces traités que le volet agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques, pour cet exposé très dense, très riche, mais qui également, hélas, sur un second plan, montre également tous les périls de ces traités sur le plan agricole. Ça permettra d'ajouter une information que j'ai eue de façon incidente récente, c'est que les États-Unis se préparent en effet à une offensive commerciale. C'est que l'administration de Trump a décidé qu'il fallait réduire de façon drastique le déficit commercial américain. Et pour réduire de façon drastique, ce n'est pas du tout exporter plus, c'est importer moins.
Et on sait très bien que Trump, lui, ne fait pas dans la demi-mesure. C'est qu'il aurait décidé, bon maintenant on ne veut plus fixer de droits de douane, mais il aurait décidé de demander, le secrétaire adjoint au commerce américain serait venu récemment faire un voyage à la commission auprès de la DG Commerce notamment, il aurait décidé de demander aux Européens d'exiger des contingentements, notamment sur l'aéronautique, l'armement, tout un nombre de secteurs créés. Alors je ne parle même pas de l'agriculture notamment. Et là, en effet, il faudrait s'attendre à un retour, non pas du TTIP, mais à un traité qui, à mon avis, sera beaucoup plus difficile à négocier, puisqu'il y aura une exigence de contingentement de la part de l'administration américaine, puisque à partir du moment où si Trump s'est fixé, à mon avis, un objectif de réduction du déficit commercial, à mon avis, il ne passera pas par des demi-mesures. Donc il faut s'attendre à une véritable guerre commerciale. Nous l'avons compris, parce que ceux qui critiquaient notamment ce qu'on appelle la guerre de l'acier, nous avons compris que tout simplement, il y avait une guerre commerciale qui se met dans le monde et que, sans être pour ou sans être contre, c'est un état de fait et qu'il fallait prendre en compte en premier lieu cette donnée. Voilà. Nous allons maintenant un peu prendre un petit peu de recul par rapport au traité pour nous interroger justement sur la portée de la signification de ces traités dans cette espèce de machine inarrêtable mondialiste aujourd'hui, au plan politique, au plan diplomatique, au plan, pourrait-on dire, si on osait, philosophique. Oui. Et c'est donc Olivier Piacentini qui va aujourd'hui nous parler de ces traités, de la façon dont ils s'inscrivent dans un plan beaucoup plus global de globalisation et de mondialisation politique. Bonjour, je suis très heureux de m'exprimer devant vous, et en particulier pour venir parler d'une cause qui m'est chère entre toutes, qui est celle de l'agriculture française, européenne, et de sa situation, de son devenir dans la spirale de la mondialisation. J'ai publié en janvier dernier un ouvrage intitulé « La mondialisation totalitaire », dans laquelle j'évoque, au cours d'un chapitre entier, les misères de l'agriculture dans la situation du commerce international aujourd'hui. Mais visiblement, d'autres parties du livre attirent plus l'attention et on me sollicite rarement sur ces questions lorsque je m'exprime, que ce soit en conférence ou sur les médias. Donc, j'ai au moins l'occasion aujourd'hui de consacrer l'essentiel de ma parole aux problématiques agricoles. Il faut dire que ces problématiques agricoles sont le plus souvent escamotées des grands débats, sur les grandes antennes. On en a très peu parlé lors des élections présidentielles en 2017. Et le candidat élu n'a finalement rien proposé de très concret et de très probant pour tirer l'agriculture du marasme, ni pour sauver le monde rural de l'abandon, car on le verra, les deux questions sont étroitement liées. Voilà, le problème, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, dans un pays comme la France, ils ne représentent plus que 3% de la population active, quand ils en occupaient plus de 30% avant-guerre. Et c'est dire s'ils pèsent peu électoralement. Alors, on n'en parle que lorsque, au bout du désespoir, ils se manifestent avec fracas, car ça leur arrive, ils mobilisent leurs tracteurs, leurs engins pour bloquer Paris, les grandes villes. Mais que leur faut-il endurer pour en arriver là et pour abandonner leurs exploitations? On en parle aussi quand les politiques défilent au sein de l'agriculture, parce qu'ils sont conscients, bien entendu, de l'image positive de la ruralité, du patrimoine culturel qu'elle véhicule. Pour beaucoup de ces politiques, l'exercice le plus difficile, ça consiste à faire oublier les manquements à leurs égards. Le malheur de l'agriculture, Jacques Colombier en a parlé tout à l'heure, il pourrait se résumer en un seul chiffre. Il y a 2 agriculteurs français qui se suicident par jour, aujourd'hui, en France. Et personne n'en parle. Un agriculteur, c'est pourtant un passionné, c'est quelqu'un qui aime son métier, qui n'a pas peur ni du travail, ni de se lever tôt, ni de se salir les mains, ni des tracas du quotidien. Il aime ses bêtes, sa terre, son pays, il fait ce qu'il a toujours rêvé de faire, et bien souvent ce que ses parents ou ses aïeux faisaient. Donc si certains, et nombreux, en arrivent aujourd'hui au suicide, c'est bien qu'ils sont au bout du désespoir. Et pourtant, ce n'est pas pour ça que la société les pleure ou se mobilise. Les caméras sont braquées sur d'autres catégories, d'autres problèmes qui émeuvent bien plus les people, les journalistes, jusqu'au point d'en faire des chansons pour l'Eurovision, on l'a vu. Du sort des agriculteurs, et plus généralement de l'agriculture, dépend celui en fait des pays, des territoires, des zones rurales, des cultures locales, des identités, de tout ce qui fait la sève ancestrale d'une nation comme la France, mais aussi, bien sûr, des autres nations de notre continent. La misère agricole s'accentue depuis quelques années, comme jamais, et avec elle, l'abandon du monde rural qui l'accompagne irrémédiablement. Car comme l'artisanat, comme l'industrie, comme les arts et les métiers, l'agriculture est touchée de plein fouet et remise en question dans son essence par la mondialisation. Elle est d'ailleurs peut-être plus que toutes les autres activités, car elle est par essence enracinée.
Et elle se retrouve bien désarmée dans ce nouveau monde où la mobilité, l'instantanéité sont des armes redoutables. La mondialisation, depuis 25 ans, a permis aux multinationales et aux banques de tisser une toile à l'échelle de la planète et d'y emprisonner toutes les activités humaines pour les mettre en fait à leur service. L'objectif est de domestiquer les activités productives, les industries, les services, l'agriculture, et les mettre à la botte des grands intérêts financiers, de mater une fois pour toutes les forces de travail pour réduire les coûts au maximum, adapter le plus possible la production aux diktats des marchés, rendre malléable et corvéable à souhait aussi bien les salariés que les petites entreprises, et bien sûr parmi elles les exploitants agricoles. Dans ce monde totalement ouvert, construit sur le dogme du libre-échangisme, que les politiques ont installé pour le plus grand bonheur des grands groupes, on peut produire en Chine, en Inde, à coût réduit, et vendre partout sur la planète à très grande échelle. Et ce faisant, on crée une énorme pression sur le travail, mais aussi sur la survie de bassins d'activité, voire de pays entiers, qui sont soumis à la concurrence et au dumping de n'importe quel autre pays du monde, pourvu qu'ils produisent moins cher. On crée donc ainsi une oppression sur des travailleurs démunis face à un travail volontairement raréfié, mais aussi sur de petites et moyennes entreprises qui dépendent des commandes des grands groupes. Avec la robotisation qui s'intensifie, on accentue la raréfaction du travail, la domestication des forces productives, des salariés, de plus en plus corvéables, mobiles et à disposition des plus forts. Ce monde ouvert à tous les vents est devenu le paradis de quelques milliers de multinationales qui, elles et elles seules, peuvent profiter des coûts salariaux des plus bas, des règlements sociaux, environnementaux les plus laxistes, là où elles se trouvent, et, d'un autre côté, des marchés de consommateurs les plus juteux, qui bien souvent se trouvent ailleurs et bien loin. Les produits voyagent aujourd'hui sur des porte-containers d'un continent à l'autre. Bien évidemment, l'agriculture n'échappe pas à la règle. Jadis, les rois incontestés du vin, français, italiens et espagnols, se retrouvent aujourd'hui concurrencés dans les rayons par leurs homologues sud-africains ou californiens. Un vin chilien est même devenu sponsor du dernier Tour de France cycliste. Voilà. Les raisins ou les fruits d'Amérique latine, d'Océanie se retrouvent sur tous nos étalages à des prix bien inférieurs aux nôtres, comme d'ailleurs le fameux mouton de Nouvelle-Zélande, on en a parlé tout à l'heure. Et ne parlons pas, bien entendu, des ventes chinoises, argentines, uruguayennes ou américaines. L'agriculture est sous la férule impitoyable de 3 donneurs d'ordre principaux. Les multinationales de l'agroalimentaire, les semenciers internationaux et les géants de la distribution. En 2017, les Français ont découvert Médusé, les producteurs de lait qui déversaient le produit de leurs efforts par camion-citerne entier dans les caniveaux, payés à un prix bien inférieur de leur coût de production, ce qui les rendait réduits à la misère. Et payés à ces prix-là, par qui? Mais par un géant mondial de l'agroalimentaire, Lactalis pour ne pas le nommer, qui par ailleurs réalise des profits gigantesques sur ses fromages, ses yaourts. Et qu'a donc trouvé Lactalis comme argument pour expliquer cet état de fait? La concurrence internationale, arguant d'ailleurs que le principal concurrent de ses concurrents sur le marché français, Yoplait, agissait exactement de la même manière. Les prix auxquels ont droit les agriculteurs sont donc fixés par un marché mondial où les coûts sont bien inférieurs à ceux pratiqués en Europe et en France en particulier, coût du travail, charges sociales, coûts induits par les normes d'hygiène environnementale ou autres qui pèsent sur les exploitants. Phénomène récent, des concurrents indiens ou chinois rachètent en Afrique, en Éthiopie, au Kenya et ailleurs, des millions d'hectares de terres agricoles et les exploitent de façon intensive, à très bas coût, assurant ainsi l'autosuffisance alimentaire de leur pays, puisqu'ils ont des craintes à ce niveau, mais également d'énormes excédents commerciaux, agricoles, qui se déversent à l'exportation, ce qui pèse encore davantage sur les prix de production. De plus en plus de terres extensives vivrières disparaissent, en Afrique en particulier, au profit de cette agriculture industrielle à l'export. Et on assista en 2011 à cette honte de voir des populations mourir de famine en Somalie et au Soudan, pendant que les multinationales qui étaient présentes sur le terrain continuaient, elles, à faire leur business et à exporter comme si de rien n'était. Au-delà de ça, il y a le rapport de force entre des petits producteurs émiettés et faibles face aux grandes enseignes de la distribution qui usent et abusent de leur position pour tirer les prix. Peu leur importe si le paysan arrive à vivre ou pas de son travail. Il est seul et n'a souvent pour seul débouché que la grande surface qui est présente sur son territoire. Alors, évidemment,
cette grande surface tire les prix, exige de lui ces fameuses marges arrière, ces commissions plus ou moins occultes qui servent de ticket d'entrée, en fait, pour pouvoir être exposés dans le sein des saints, les rayons des hypermarchés. Alors, que faire quand le marché est déprimé, ou en cas de surproduction, ou encore quand les multinationales préfèrent stocker pour attendre des jours meilleurs et maximiser leurs profits? Fermer la boutique, laisser la terre en friche, les bêtes livrées à elles-mêmes? Dans ce contexte de concurrence mondiale échevelée, on assiste en France à la mort pure et simple d'environ 3% des exploitations françaises tous les ans. 3% tous les ans. À ce rythme, vous l'aurez compté, dans 35 ans, il n'y a plus d'agriculture française. La mort pour les uns, mais pour les autres, c'est la concentration de terres, des exploitations, la mécanisation à outrance, l'usage intensif d'engrais, de pesticides, de produits chimiques, les élevages intensifs, les fermes géantes comme la ferme des 1000 vaches, où la condition animale est bien souvent piétinée. Bref, tout l'inverse, vous l'observez, de ce que l'on nous intime de faire pour répondre aux critères qualitatifs et de bien-être dont on parle à longueur de journée. Mais que peuvent donc faire d'autres nos agriculteurs? Ont-ils vraiment le choix? Quand les uns, les multinationales ou les grands distributeurs, peuvent s'affranchir des réglementations, de la fiscalité, du coût du travail, acheter moins cher où bon leur semble et revendre au mieux là où elles le veulent, les autres, les paysans, subissent tout, le droit du travail, les normes d'hygiène, les services vétérinaires, le foncier, les réglementations environnementales, les contrôles intempestifs. Quand des milliers de Lilliputiens n'ont d'autre choix que de traiter avec quelques géants, il est plus probable qu'ils n'ont d'autre issue que de finir par se faire dévorer. Donc les multinationales de l'agroalimentaire pèsent terriblement sur les coûts, les prix, les conditions. Mais ce n'est pas tout. Dans ce monde ouvert, dans ce marché mondial créé de toutes pièces dès la chute du mur de Berlin, les leaders travaillent à l'émergence d'un consommateur mondial uniformisé, acculturé à des standards. Car il n'est bien sûr rien de plus profitable que de vendre les mêmes produits à tout le monde en quantité colossale. On appelle ça faire des économies d'échelle. Les multinationales l'ont bien compris. L'ennemi, c'est la diversité, les variétés, les goûts, les terroirs. Une seule offre pour un seul consommateur, dompté, domestiqué, telle est la clé de la puissance future. Alors, on agit en ce sens, toujours de la même manière, celui de la standardisation. Les multinationales semencières sont aujourd'hui au nombre de 3 à contrôler 50% du marché mondial des semences. Il y a Monsanto, DuPont et Syngenta. Le monde agricole, elles représentent ces 3-là, ne contrôlaient que 10% du marché des semences il y a 20 ans. Aujourd'hui, 50%. Voilà. Comment agissent ces multinationales qui contrôlent ces semences? Elles appauvrissent les variétés. Elles concentrent leurs offres sur les semences les plus rentables. Et de même, les multinationales de la viande contrôlent de plus en plus, par les manipulations génétiques, les espèces. Sur 6000 races bovines, 1300 sont d'ores et déjà en voie de disparition. Mais en réalité, elles sont 5 espèces originaires d'Europe et d'Amérique du Nord, les plus productives, appelées à être améliorées par les biotechnologies et qui sont promises finalement à escamoter et à écraser toutes les autres. La biodiversité animale et végétale risque de subir en fait le même sort que les PME, les artisans, les commerces de proximité, un effacement progressif et programmé. Et la volonté hégémonique des multinationales éclate au grand jour depuis que l'Office européen des brevets a décidé d'accorder des brevets pour des espèces végétales relevant du vivant, de la sélection naturelle, c'est-à-dire des espèces naturelles qui vont être brevetées et mises à la disposition, privatisées en fait, alors que jusqu'à présent c'était réservé aux seules manipulations génétiques. On privatise donc désormais la nature, c'est nouveau, et ça augure de beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. Comment ne pas pressentir que les multinationales ne vont pas allouer l'autorisation d'exploiter telle ou telle semence, telle ou telle espèce animale les plus performantes aux paysans les plus offrants? Elles vont sélectionner les exploitants les plus solvables pour promouvoir les espèces les plus rentables et finalement anéantir la concurrence et la diversité des produits. Et le tout avec l'assentiment des institutions internationales, comme on vient de le voir, l'OEB. Alors que faire pour nos paysans face à cela? Un nouveau discours émerge. Il serait vain d'entrer dans la logique mondialiste hyper-concurrentielle. Français et Européens ne sont pas taillés pour cela. Il faudrait plutôt se recentrer sur une logique de terroir, de production qualitative à haute valeur ajoutée,
avec le bio, la permaculture, les AOC, créer des labels comme les fromages de la Guiole, privilégie aussi la distribution directe du producteur au consommateur, les fameux circuits courts. Et ces tentatives se multiplient, en France, en Italie, en Espagne, en Grèce. On lutte contre l'uniformisation, la standardisation. On s'efforce de s'extraire de la concurrence déloyale organisée au profit des multinationales. On joue aussi au mieux-disant écologique. On s'inscrit dans la production, on inscrit sa production dans le cadre d'un territoire, d'un patrimoine, d'un héritage. On le met en valeur par des spécialités, des recettes. On profite aussi de l'essor de l'agrotourisme pour faire découvrir au plus grand nombre. Oui, mais voilà, ce mouvement qui est très intéressant et qui émerge de la base, c'est un mouvement de fond. Mais qui le soutient? L'État, l'Europe, les régions? Face aux géants de l'agroalimentaire, aux semenciers, aux grandes chaînes de distribution, la rébellion éparpillée de petits producteurs risque fort d'être écrasée, piétinée, réduite en fait à un folklore, face à la force de communication des puissances, qui donc pourra entendre les propositions des paysans. Sans l'aide des institutions, de programmes structurés, cohérents, des soutiens logistiques, des soutiens en termes de conseils, des soutiens financiers, le sursaut sera difficile. Or, à quoi assiste-t-on? En 2016, on en a parlé, Justin Trudeau et Donald Tusk ont signé le fameux traité CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada, entre le Canada et l'Union européenne, qui n'est pas encore en application, puisqu'il est toujours soumis à ratification parlementaire. Et que prévoit-il? On l'a vu tout à l'heure, à l'échelle agricole, la quasi-suppression de tous les droits de douane, l'effondrement des quotas sur le lait, les viandes bovines, porcines, l'entrée massive de 80 000 tonnes, je crois, de viande bovine et porcine. En faisant cela, on fragilise les positions européennes face à une agriculture canadienne qui est beaucoup plus mécanisée, plus industrialisée, plus compétitive. On met en concurrence nos pays à très forte réglementation, avec un pays qui est plus coulant contre aux usages des engrais, des pesticides, du chlore, des hormones pour l'élevage. Bref, on accentue la pression concurrentielle qui est déjà mortifère pour nos exploitants. Et ce, où au moment où on vient de le voir, ils tentent de se restructurer, de se repositionner. Donc on risque par cela de tuer dans l'œuf tout espoir de sursaut. Et puis ce traité prévoit en outre une instance juridique pour traiter des litiges. Un fameux tribunal qui servira aux multinationales à faire condamner les États qui viendraient à nuire à leurs intérêts dans des conditions bien meilleures que ce n'est le cas actuellement. Si aujourd'hui une multinationale vient se plaindre sur le marché français, elle doit le faire dans le cadre de juridiction française. Demain, ce sera une instance internationale qui ne répondra pas forcément à nos critères et qui, de plus, pourrait bien devenir le siège d'un lobbying intensif où les mêmes finiraient toujours par gagner. Alors le Canada, c'est une chose. Il y a évidemment ce fameux deuxième traité, qui est le traité TAFTA avec les États-Unis, qui aujourd'hui est suspendu, mais qui évidemment confronterait nos éleveurs et nos agriculteurs à des élevages gigantesques, à des agriculteurs avec des dizaines de milliers d'hectares qui font l'épandage par avion, que ce soit des semences ou des pesticides, avec aussi évidemment l'utilisation massive de chlore, d'hormones. Ce serait vraiment une vraie catastrophe, une concurrence totalement déloyale qui viendrait là d'un pays développé. Et puis il y a ce fameux traité avec le Mercosur, mes collègues en ont parlé tout à l'heure. Le Mercosur, donc, ce sont ces fameux pays d'Amérique latine. Et là, ce traité est toujours en cours de négociation. Il confrontera directement, dans le cadre d'un marché unique, des Européens déjà bien fragiles, avec l'agriculture émergente d'un pays comme le Brésil, qui, rappelons-le, a dépassé, il y a très peu de temps, la France en termes de marché à l'export. La France, qui était la deuxième agriculture du monde, est aujourd'hui dépassée en termes de marché à l'export par le Brésil. Et, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jacques Colombier, qui a eu son expérience sur le terrain, il est bien évident que les normes et les conditions de travail ne sont pas les mêmes et ne sont pas en notre faveur. Que pèseront donc nos exploitations face à tous ces géants américains, ces géants brésiliens? Que feront les éleveurs face à ces troupeaux américains qui sont considérés en plus comme l'une des principales causes de pollution dans le monde? Que faire face au coût du travail défiant toute concurrence des exploitants brésiliens, des éleveurs argentins? Face aux législations à minima, face à la corruption, alors qu'on continue, nous, de ce côté de l'Atlantique, à charger le mule de normes et de contraintes en tout genre? Que faire aussi face à la standardisation des goûts? Parce que qu'on ne s'y trompe pas, la concomitance de tous ces traités
vise à créer un espace transatlantique de libre-échange, donc à terme un marché unique euro-américain. Bien sûr, pour le plus grand bonheur des multinationales, pour déployer leurs activités, leur réseau de distribution, leur propagande, leur publicité, à l'échelle de près d'1,5 milliard de consommateurs, qui donc pourra résister à cela. Loin d'ouvrir des perspectives, loin de donner à nos paysans une bouée de sauvetage, les institutions européennes semblent vouloir les noyer dans une mer encore plus profonde, plus hostile. À terme, c'est la disparition de toutes les filières agricoles non compétitives qui est programmée. Dans ce monde où les activités sont compartimentées suivant les pays en spécialité, peut-être ne subsistera plus en France que les grands céréaliers, les viticulteurs, les produits d'exception, les fromages de foie gras, des bribes de filières dans ce qu'il restera des vestiges de la deuxième agriculture du monde, victime d'avoir été submergée par le raz-de-marée de la mondialisation, par le biais, entre autres, de ces traités de libre-échange, mais aussi, il faut le dire, de l'indifférence des médias et des pouvoirs publics. Et avec les agriculteurs, se pose une deuxième question. Que restera-t-il de nos régions ? Quelques centres urbains, s'ils ont la chance de disposer d'activités compétitives, comme Toulouse, Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, ça finira par le Paris et le désert français, la fin des pays, des territoires, la disparition d'une part essentielle de ce qui fit et de ce qu'est encore notre pays, la France. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Olivier pour ce grand exposé didactique, etc. Très riche, encore une fois. C'est donc notre ami Louis Alliot qui va conclure et nous évoquer notamment l'inscription de ces traités par rapport à un projet politique général et comment nous, justement, nous pouvons organiser la riposte. Merci d'assister à cette conférence. Merci aussi aux représentants du Royaume du Maroc qui sont venus écouter cette... Et je les remercie d'être présents parmi nous. Et puis remercie aussi les assistants qui sont là et qui peuvent constater par eux-mêmes tous les jours les dégâts que cause ce système européen, pas seulement sur l'Europe elle-même, mais aussi sur les nations, sur les régions, sur les terroirs et jusque dans nos assiettes. Alors, je vais répéter un peu ce que nos amis ont dit, mais d'une autre manière, puisque ce dont on parle aujourd'hui, c'est tout simplement la marche forcée vers le village planétaire. Il y a un verrou à faire sauter, c'est la frontière. Il y a un obstacle à écarter, c'est la nation. Et il faut partir de cette équation-là pour dérouler tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une fois que les frontières ont sauté, une fois que les nations n'existent plus, eh bien, écoutez, l'économie devient globale, l'identité se transforme en identité de consommateur, et, j'allais dire, les individus se résumeront demain à un chiffre sur une carte Visa. Je crois que, globalement, c'est un peu le schéma de haut en bas auquel nous faisons face, et tout ça, évidemment, vient de loin, mais je ne vais pas descendre loin dans l'histoire. Je retiendrai, moi, une seule citation qui passe assez inaperçue dans le monde politique français actuel. C'est une citation de François Mitterrand. C'était au début des années 90. On le retrouve dans un livre qu'il avait eu d'entretien avec Georges-Marc Benamou, où il avait dit que, d'abord, qu'il était le dernier président de la République française, puisqu'après lui, les présidents n'auront plus aucune latitude pour gouverner la France. Mais surtout, il avait dit ceci, et ça devrait frapper pourtant l'ensemble de la classe politique: la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre. Avec l'Amérique, oui, en guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, permanente, sans mort, mais une guerre à mort. Et nous en sommes, je crois, bien conscients, en tout cas nous, famille nationale au sens large, puisque nous le dénonçons depuis que je suis au Front National, je crois l'avoir toujours entendu dire par Jean-Marie Le Pen ou même par Jean-Claude Martinez, qui siégeait dans la commission agricole ici dès 1989. Ça a toujours été l'axe de ce que nous avons défendu, nous avons dénoncé,
sans être entendu malheureusement ni par une majorité du peuple français, ni, il faut bien le dire, par une majorité du peuple des agriculteurs qui ont subi, mais la loi, et j'allais dire le système est ainsi fait, qui ont subi jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas leur disparition définitive, mais en tout cas, c'est la disparition du modèle français que nous avons connu et qui a été façonné par des siècles et des siècles de pratiques et d'histoire. Il suffit de regarder les chiffres, hein. En 50 ans, la France a perdu à peu près ou un peu plus de 3 millions d'agriculteurs. C'est énorme. En 2013, il y avait encore 450 000 exploitations agricoles. Aujourd'hui, on en perd à peu près 250 à 260 par semaine. C'est ce que tu disais, toi, Philippe, au colloque sur l'agriculture, pour, je crois, une stabilisation des exploitations de l'ordre de 200 000, non ? Voilà. Je crois que le système veut qu'en France, il ne reste plus que 200 000 exploitations agricoles. Évidemment, selon le type d'agriculture, ça donnera plus de bêtes, si c'est des grandes exploitations intensives, peut-être plus de céréales, moins d'arboriculture ou d'agriculture, ou bon, bref. Donc nous sommes vraiment dans une compétition mondiale au bénéfice, parce que là, François Mitterrand, au début des années 90, citait les Américains, mais depuis cette citation-là, je veux dire, le monde a encore changé. C'est ce que tu disais, toi, le Brésil est devenu une grosse puissance agricole et agroalimentaire au monde, mais la Chine aussi est devenue une grande puissance agricole. Et vous verrez bien qu'à l'avenir, l'Afrique, parce que moi je crois que ça finira et ça démarrera comme ça, deviendra à son tour, pour des raisons évidentes, une grande puissance agricole, ce qui fera évidemment diminuer d'autant la part de la France dans ce marché mondial, avec tout ce que nous avons cité sur les suicides, sur l'alimentation elle-même, sur la qualité de l'alimentation, hein, et sur la manière dont nos jeunes, finalement, les générations à venir, eh bien, pratiqueront comme cuisine, comme civilisation. Car la cuisine, la production agricole, c'est aussi un facteur de civilisation. Et là encore, je pense que nous avons été à de nombreuses reprises des pionniers en la matière. Alors la première menace sur ces traités, c'est évidemment celle que nous connaissons depuis longtemps, c'est la menace pour nos emplois et notre économie. Disparition des emplois, disparition du tissu économique, des paysans. Mais quand on perd l'économie, quand on perd des paysans, eh bien on abandonne des territoires, on abandonne des paysages, et on finit, les qualités des produits qui vont avec, et on finit par assister à la disparition des identités locales. Parce qu'on oublie trop souvent que la France est un pays de 36 000 communes, mais c'est aussi beaucoup d'identités locales, car nous sommes un pays de paysans, hein, ou de pêcheurs, hein, selon, avec la côte atlantique et méditerranéenne, mais on voit bien que de moins en moins, précisément, les agriculteurs arrivent à survivre sur ces territoires-là, et on ne compte plus le nombre de productions françaises qui sont en compétition mondiale au risque de disparaître. Alors, on en a listé quelques-unes, hein, y compris dans nos pays des territoires d'outre-mer, parce qu'on oublie aussi ce facteur-là. Hein. La banane, la banane de l'Équateur, qui vient concurrencer les bananes et les productions françaises des Antilles, le poulet brésilien, on oublie de le dire, en sachant que l'un des plus gros producteurs de viande au Brésil est un Français. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un Français qui a délocalisé et qui a acheté des usines au Brésil pour produire de la viande là-bas. La Loyau du Canada, le vin français qui se retrouve aujourd'hui en compétition directe avec le monde, mais pas seulement avec le monde, avec l'Europe aussi, puisque vous avez vu tout le problème des viticulteurs du Midi par rapport au vin espagnol, hein, et le problème qui va avec des grandes surfaces. L'industrie alimentaire, c'est aussi l'utilisation des travailleurs détachés. Et l'Europe est au cœur de ce scandale-là, de la suppression des droits de douane. C'est tout l'enjeu hein, de ces traités et d'abaisser les frontières. C'est aussi abaisser les droits de douane pour mettre dans une compétition mondiale l'ensemble des productions et continuer. Et la renégociation de la PAC
qui va avoir lieu, ou qui est en train d'avoir lieu, en cours, avec annoncé par le commissaire chargé de l'agriculture une baisse en ce qui concerne la France, ce qui va encore contribuer, évidemment, à mettre en tension l'agriculture française. La seule chose qui pouvait rester à la France, c'était un peu sa qualité alimentaire, sa diversité de produits et ce qu'on a réussi encore à protéger par ce que l'on a appelé au début les appellations d'origine contrôlée, mais qui a été battu en brèche dans un premier temps par les fameuses IGP, les indications géographiques protégées, où c'était déjà moins identitaire, on va dire, entre guillemets, et qui est l'une des cibles aujourd'hui, précisément, de ceux qui veulent ouvrir les frontières globales, puisque c'est considéré, IGP ou AOC, comme des labels de protectionnisme déguisé. C'est considéré comme ça par les Américains ou par d'autres. Le camembert, par exemple, peut être considéré par des pays comme une forme de protectionnisme, alors que le camembert est bien localisé. Et malheureusement, il n'y a pas que le camembert, je pense au champagne, à tout, pratiquement tout aujourd'hui, va se retrouver en concurrence avec l'ensemble de la planète. Et c'est vrai que dans les traités que tu as évoqués, que ce soit le CETA ou le TAFTA qui a été arrêté momentanément, ces IGP, ces AOC étaient l'un, précisément, des principaux chevaux de bataille des mondialistes dans la mise en concurrence des productions nationales. Ils voulaient la fin de ces IGP et la fin de ces AOC pour pouvoir commercer librement sur le marché unique européen sans avoir de concurrence ou sans avoir à mentionner les productions. C'est tout le débat que nous avons défendu lors de la dernière présidentielle avec Marine sur l'étiquetage des produits. Je regrette, mais je ne vois pas au nom de quoi on ne saurait pas, en ce qui concerne par exemple la viande, quel est le type d'abattage, d'où elle vient, comment sont élevés les produits. Tout cela est une vraie bataille qu'il faut mener parce qu'au final, c'est le consommateur, certes, qui décide, mais le consommateur doit savoir aussi ce qu'il mange dans son assiette. Et ce qu'il mange, il peut le voir aussi par l'étiquetage et acheter, quand il achète des lasagnes au bœuf, ne pas se retrouver avec du cheval dedans, puisque ça avait été le scandale des lasagnes de, je ne sais pas quelle marque, Fendus, je crois. C'était quoi ? Fendus, oui. À Carcassonne, à Castellodari. Bon, bref. Donc nous sommes dans un jeu de dupes à l'échelle internationale où le prétexte politique sert aussi d'arme économique. C'est toute l'affaire de la Russie. Depuis que l'embargo russe a été décidé, l'agriculture française a perdu à peu près plus d'1 milliard, je crois. 3 milliards depuis que ça a été décidé. En 5 ans, 3 milliards en 5 ans, avec les résultats que l'on connaît, les difficultés en France, mais, contrairement à ce qu'on a pu croire, au bénéfice de l'agriculture russe, qui a su s'adapter et qui a su mettre en place, évidemment, des moyens de production locale qu'elle aura maintenant pour l'avenir. Et si demain les sanctions russes tombent, eh bien, nos agriculteurs français se retrouveront en concurrence désormais avec des productions russes locales qu'ils auront développées grâce à l'embargo décidé, évidemment, par les Américains. Je pense à l'Iran. Non pas que l'Iran soit un gros producteur agricole mondial, mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, c'est toute l'affaire des Airbus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier article suite au retrait américain de l'accord sur le nucléaire. C'est des commandes en milliards et en millions d'euros pour la France qui, aujourd'hui, sont dans l'inconnu. Au prétexte, et j'allais dire pas seulement au prétexte, où les États-Unis, sans réciprocité du droit, imposent à leurs alliés des sanctions envers lesquelles nous ne sommes pas d'accord, et ça ne concerne pas que les avions, ça concerne les voitures aussi. Souvenez-vous de l'affaire de PSA à l'époque, qui avait eu d'énormes difficultés, parce que précisément, il y avait eu déjà le premier embargo avec l'Iran. Et donc nous sommes aujourd'hui entre les mains de la primauté, non pas du droit communautaire, mais du droit anglo-saxon américain, sur notre droit et sur nos normes européennes et françaises, sans que l'Union européenne ne se défende bien. Car s'il y avait réciprocité à la matière, il est évident que
l'Europe pourrait décider de mesures de rétorsion à l'égard de productions américaines, puisque Donald Trump, finalement, ne fait que ce qu'il a annoncé pendant sa campagne présidentielle. Tout le monde reproche à Trump de faire ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il fait jusqu'à présent, il l'avait dit pendant sa campagne présidentielle. Donc le TAFTA, on était plutôt heureux qu'il le fasse. On est moins heureux quand il s'agit évidemment de l'accord iranien ou quand il s'agit des taxes sur l'acier, mais il n'en demeure pas moins que si l'Europe avait une existence réelle ou si la France avait du courage, eh bien, elle ferait œuvre de réciprocité avec cet allié, quelquefois turbulent et très offensif, de la même manière en pratiquant soit le protectionnisme vis-à-vis des Américains, soit des mesures de rétorsion par rapport à un certain nombre de productions. Mais on voit bien que ce n'est pas le droit qui gouverne le monde, mais la force, qui est souvent l'un l'allié de l'autre. Et nous ne sommes pas précisément dans du droit international, mais nous sommes dans la loi du plus fort. Et en l'occurrence, pour l'instant en tout cas, c'est les Américains qui, j'allais dire, donnent le là. Et on verra bien si nos gouvernants ou si les Européens arrivent à faire face. Mais je crains que l'Europe telle qu'elle a été construite, c'est-à-dire comme entité supplétive, d'une manière ou d'une autre, des États-Unis d'Amérique, je doute qu'elle s'oppose à quoi que ce soit et que finalement elle s'arrange comme elle peut avec des mesures qu'elle ne maîtrise pas et un courage qu'elle n'a plus pour lutter contre des amis, des alliés. Mais le propre d'un ami ou d'un allié, c'est précisément qu'on lui dise les choses en face et quand ça ne va pas, qu'on décide et on prenne des décisions qui, quelquefois, ne sont pas à l'avantage de cette amitié. C'est toute l'histoire des relations internationales. Ça pose aussi, ces traités internationaux, le problème démocratique. Aucun Parlement, pratiquement, n'a été consulté en amont, ni en aval, des négociations ou de la conclusion de ces traités-là. C'est-à-dire que le traité est mis en place avant même que les parlements en discutent ou le votent, et encore moins que les peuples se prononcent. Parce que je suis persuadé que si en France on donnait au référendum la ratification du CETA ou l'ouverture de négociations sur le TAFTA ou sur d'autres traités, le Mercosur ou d'autres, je pense qu'on aurait des résultats qui soient assez semblables à ce que l'on a connu lors du référendum sur la Constitution européenne, c'est-à-dire que le peuple français n'en veut pas et que nous n'en voulons pas, tout simplement. Ces traités échappent au peuple, échappent à la souveraineté des peuples. On se souvient ici de la consultation du traité lui-même. Il faut savoir ici, à l'Union européenne, où les députés ont été autorisés à aller consulter les négociations du traité après moult demandes et offensives, mais de pouvoir entrer dans la salle sans portable, sans stylo, pratiquement à poil, pour prendre juste pour pouvoir lire le traité au cas où il y ait des photos et au cas où il y a un certain nombre de choses qui soient divulguées à la presse. On voit bien que l'Europe, depuis 50 ans, elle se fait dans le dos des peuples, elle se fait sans les peuples, et aujourd'hui on se rend compte qu'elle se fait contre les peuples. Et l'agriculture a été, j'allais dire, une proie, je ne vais pas dire facile, mais une proie en tout cas très prisée par le commerce international, avec les résultats que l'on connaît, qui ont des conséquences pas seulement sur l'économie, mais sur la santé elle-même. Et ce que l'agriculture a été, on va dire, entre guillemets, marchandisé, eh bien, ce que l'on a connu avec l'agriculture, on le connaît avec l'industrie, on le connaîtra, je peux vous dire, et je suis moi assez inquiet, même très inquiet, je siège à la Commission de la Défense nationale, à l'Assemblée nationale française, c'est toute l'industrie de la défense et la défense elle-même qui est en train d'être démantelée et d'être mise au service d'un échelon supranational sans contrôle de la France. Et M. Macron vend, l'état-major français, la ministre de la Défense, vendent aujourd'hui aux députés la souveraineté européenne, tout simplement. On a dépassé le cap de la souveraineté française. Pour eux, c'est quelque chose d'assez ringard qui n'existe plus. On est dans le concept de souveraineté européenne partagée et on est à mise à disposition de nos soldats
pour aller faire quelquefois la guerre des autres, sans que, en tout cas aujourd'hui, nous soyons aidés par qui que ce soit. Parce que je rappelle que l'effort de guerre au Mali, par exemple, par la France et les soldats français, n'est payé par personne en Europe. C'est la France seule qui contribue. Il y a quelques participations des pays européens à de la formation, à du transport, de la logistique, etc. Mais le gros des dépenses militaires et les soldats sur le terrain, c'est quand même la France qui l'assume, qui l'assure sans aucune aide. Et pendant ce temps-là, ici à l'Europe, on est en train de liquider petit à petit l'industrie navale, avec l'accord STX-Finkelthierry, là, l'accord sur le futur char Leclerc ne sera pas un char français. Il faut quand même que vous le sachiez. On discute déjà en commission de la Défense. Le futur char sera un char franco-allemand, très certainement. Le futur avion de chasse français ne sera pas français. Il sera très certainement franco-allemand. Et vous avez vu tout le bins, entre guillemets, qu'a été l'affaire de l'A400M, l'Airbus militaire, avec tous les retards qu'il y a eu, les difficultés à le mettre à disposition de nos armées. Encore aujourd'hui, il ne l'est pas encore. Ce qui nous oblige d'ailleurs à louer des avions russes, ce qui peut paraître absolument incroyable, ou à acheter carrément des avions américains. Parce que nous en sommes quand même là, et c'est vrai dans différents secteurs. Donc voilà un peu le panégyrique de cette problématique des traités internationaux et de la menace sur notre agriculture. Ce n'est pas seulement une menace sur notre agriculture, c'est une menace sur notre identité. Voilà. Sur notre identité de Français, sur notre identité d'Européens, sur plusieurs siècles de construction, de civilisation, sur des savoir-faire, sur des territoires, des paysages, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas par hasard que la France a autant de paysages, a autant de diversité, a autant de produits agricoles. C'est bien le produit d'une histoire. Et tout cela, par l'effet de la mondialisation, tu appelais ça de la mondialisation totalitaire, est en train, si le peuple français et si les Européens ne se réveillent pas, de disparaître, sans compter les autres guerres qui se profilent à l'horizon, que ce soit les guerres religieuses ou peut-être demain les guerres écologiques, car tout cela, évidemment, pèse dans la balance à l'échelle internationale. Alors, il faut muscler, évidemment, le discours d'opposition à cette Europe-là. Il faut muscler la coopération des oppositions à ce modèle européen, car n'en doutez pas, les oppositions à l'Union européenne sont la cible des européistes et des mondialistes. C'est l'exemple du Front National. Si qu'on le veuille ou non, l'administration de l'Union européenne, le parquet français et l'OLAF se sont acharnés sur notre groupe, c'est parce que nous étions à l'échelle de l'Europe les fers de lance de cette opposition à ce système. Et tous les prétextes sont bons. Voilà. Ça a été les assistants, ça aurait pu être autre chose. Et vous voyez sous nos yeux aujourd'hui nos amis italiens qui, pourtant, sont arrivés, par leur coalition en tête des élections italiennes, sont à deux doigts de réaliser un accord avec des forces anti-système. Mais à l'heure où nous parlons, je crains que l'accord, peut-être en tout cas, ne soit pas signé dans les heures ou les jours qui viennent, tout simplement parce qu'ici, je peux vous dire qu'à l'Union européenne, la technostructure, l'oligarchie en place fait tout pour que ça ne se fasse pas, y compris contre la volonté du peuple. Et de ce point de vue-là, on voit bien où sont, les lignes de fracture entre ceux qui veulent continuer et aller plus loin. Je n'ai pas lu ton livre sur Macron, mais je suis persuadé que tu en parles. Et ceux qui pensent qu'on est déjà allé trop loin et qu'il faut tout simplement détricoter l'Europe pour justement préserver ce qui peut encore l'être. C'est pour ça, et j'en conclus, qu'il faudra tout simplement, demain, à ces élections européennes, puisque ça va être la grande élection, avec les enjeux vont être là. C'est pour ça qu'elle est importante, cette élection européenne, peut-être plus que toutes les autres. C'est que cette fois-ci, il y aura un enjeu. Et que Macron a déjà posé quels seraient les enjeux. S'il y a une majorité pro-européiste, pro-mondialiste, à ce moment-là, l'Union européenne ira vers encore plus d'Europe et moins de nations. C'est évident.
Et là, je dois dire que ce ne sera pas facile de revenir en arrière dans tous les cas de figure, car tout sera mis à disposition de ce projet. Le droit, les juges, la grosse industrie, la finance internationale et les autres partenaires qui veulent cette mondialisation à outrance. Il faudra donc une majorité de rupture. On peut l'avoir, hein, quand on voit tout ce qui se passe en Pologne, en Autriche, en Italie, le Brexit en Angleterre qui a quand même donné un signe, hein, la Hongrie, quand on voit dans beaucoup d'endroits aujourd'hui les critiques qui sont faites à ce système européen, on peut imaginer quand même une majorité de rupture pour l'avenir, ou à défaut, c'est en tout cas ce que nous devons prôner, la rupture ou la minorité de blocage pour enrayer ce processus, parce que je crains qu'à force de détricoter les nations telles qu'ils l'ont pratiqué depuis maintenant, je vais dire, 50 ans, eh bien, les nations aient perdu l'essence même de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont été, et même oublié leur histoire et d'où elles viennent, pour, j'allais dire, la construction de ce nouveau monde où il n'y aura ni identité, ni culture, ni même valeur de civilisation, et qui ne sera, comme je vous les ai dit en début de mon exposé, tout simplement la défense de simples valeurs marchandes et financières. Merci. Merci beaucoup, Louis, pour cette intervention politique qui, quand même, dresse un tableau noir, mais nous laisse quand même des perspectives d'espoir, comme tu l'as décrit en leader politique que tu es. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté. Merci en tout cas à tous les parlementaires participants présents. Merci aux collaborateurs. Merci à la discrétion et à l'efficacité dans l'ombre de Christophe Boucher et de Franck Grelier. Notre réunion se clôt. Merci en tout cas à tous.